Et on va tout de suite passer à une nouvelle séquence de cette soirée, le logement sur le divan. On va écouter maintenant John Maximus, qui est crypto-paysagiste à l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui a été invité, cette agence, par le CAUE, donc pour analyser la question du logement en Charente-Maritime pour le lancement donc, du programme de réflexion sur le logement de 2 ans dont on vous parlait tout à l'heure. John Maximus est accompagné de Charles Altorfer, qui est urbaniste enchanteur à la NPU. Et John Maximus, il est là. Bonjour John Maximus, bienvenue. Vous allez donc avec cette conférence, le logement sur le divan, tenter de contextualiser la question du logement aux enjeux de la Charente-Maritime. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez au préalable présenter en 2 mots la NPU, son travail, et est-ce que l'Agence nationale de psychanalyse urbaine est plutôt de tendance freudienne ou lacanienne? Il faut un micro pour le monsieur. Et oui, il est où le micro du monsieur? Il est là. Oui, c'est bien. Où ça? Et où est le... Hop. Merci. Pouvez répéter... Oula. Pouvez-vous répéter les 2 questions, s'il vous plaît? Les 2 questions. Oui. Alors, t'appelles ou pas? Oui, je veux bien. Merci. Qu'est-ce que la NPU? Et est-ce que la NPU est plutôt lacanienne ou plutôt freudienne? On a bien aimé les 2 films. Ouais. D'accord. Et pour la présentation, je peux vous faire un petit topo si vous voulez rapidement. Ok, je vous laisse alors. Merci. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette présentation donc, des travaux de l'ANPU, donc ANPU, Agence nationale de psychanalyse urbaine. Et rurale. Agence qui s'est donnée pour mission d'allonger les villes et les territoires sur le divan afin de les aider à détecter en elles d'éventuelles névroses, pathologies ou autres traumatismes. Voilà. Et auquel cas, notre équipe de spécialistes tente de trouver des solutions thérapeutiques adaptées afin que ces territoires puissent atteindre leur plein épanouissement d'ici 40 à 60 ans si la thérapie fonctionne. Voilà. Depuis 2008 que nous existons, nous sommes parvenus à psychanalyser pas moins de 150 villes et territoires au travers de tout l'Hexagone et même outre-frontières. Et à titre d'exemple, pas très loin d'ici, on a eu la chance de psychanalyser l'île de Ré lors de l'opération Le Carré. Voilà. Dans le département de Charente-Maritime, c'est à peu près tout. Ensuite, on a eu la chance, pas trop loin d'ici, de travailler sur la psychanalyse de Parthenay lors de l'opération Parthenay particulier. Ah, ça crie, hein? Ouais, pardon. 1, 2. C'est mieux? Voilà. Donc voilà, ces opérations. Et ensuite, le pays du Layon, le pays qui n'existait pas. Et ensuite, on a aussi eu la chance de travailler à l'époque avec l'ancienne communauté urbaine de Bordeaux lors de la fameuse opération Bouillon Cube. Voilà. Ensuite, Tours, mais aussi plus loin sur la Loire, Saint-Nazaire, avec l'opération Bien plus que Nazérien. Voilà. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on essaye de donner des titres plutôt accrocheurs à nos opérations, histoire d'instaurer un bel élan de vie et de dynamique vers les territoires qui sont en thérapie. Voilà. Tout ce travail que nous menons, évidemment, s'inscrit dans le cadre d'un plus vaste projet qui consiste à aborder plusieurs sujets, mais surtout qui consiste à psychanalyser au final le monde entier. Voilà. Au travers d'un plan quinquennal, soit 20 ans, et qui devrait maintenant voir son aboutissement le 24 décembre 2028. Ça tombe un dimanche. Les résultats se passeront à New York devant le siège de l'ONU. Donc venez nombreux puisque ce jour-là, un vin chaud vous sera offert pour la proclamation du résultat.
Alors, en ce qui concerne eh bien, le logement du 17 sur le divan, avant de lancer les présentations de cette première consultation que nous avons pu faire, nous tenons à remercier eh bien, l'organisme qui nous a invités, le CAUE 17, le Conseil en architecture, en urbanisme, en environnement et en 17, et aussi eh bien, Rochefort qui nous accueille ce soir dans son palais. Voilà. Donc dans la demi-heure qui va suivre, nous allons faire ensemble un point sur l'état psychanalytique du logement pour savoir dans quel état celui-ci est, et plus particulièrement sur la Charente-Maritime où nous allons le voir, eh bien, le département semble crisper toutes les névroses que l'on peut trouver en termes de logement. Ça va pour vous ? Ok. Alors, pour bien comprendre l'état psychanalytique, il faut faire un petit bond en arrière sur l'histoire. Je vous propose que l'on étudie ensemble cette grande frise chronologique qui ressasse tous les mots de l'urbanisme, de la préhistoire à nos jours. Alors, vu l'heure, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, ils sont 2, à la fin, ils sont 8,8 milliards. Ce qui nous fait dire qu'en termes de logement, eh bien, il a dû y avoir beaucoup de boulot. Voilà. Donc si on zoome sur la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, globalement, les villes se constituent à peu près toujours de la même manière, par alternance de plusieurs cycles, entre des cycles maniaco-défensifs, c'est-à-dire que les villes eh bien, s'enferment dans leur rempart, tombent enceintes, avant d'accoucher de nouveaux quartiers lors de périodes maniaco-constructives, à l'exception de quelques villes nouvelles comme Lyon sous les Romains, Versailles sous Louis XIV ou même ici Rochefort, les villes se forment par lente agrégation. Et ce détail est quand même assez important puisque en Charente-Maritime, eh bien, nous avons remarqué que le syndrome maniaco-défensif était particulièrement présent sur le territoire, avec, vous le voyez sur cette carte, une série de défenses pour protéger le royaume de derrière, pour potentiellement un envahisseur voilà, venu de l'ouest, dont on ne sait pas encore qui ça peut être, mais voilà. Donc du coup, en termes de logement, on a surtout eh bien, des constructions en forme d'oursin, bien effrayants, pour bien terroriser le potentiel envahisseur. Voilà. Syndrome maniaco-défensif à double détente, puisque au début du XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a encore un problème maniaco-défensif, alors avec là des logements plus sobres en termes d'architecture. Hein. Voilà, on a plus la configuration du coquillage bien enfermé dans sa coquille, bien épaisse, voilà, et bien accroché à son rocher. Ou plutôt mal accroché à la dune ici. Voilà. En tout cas, toutes ces périodes maniaco-défensives vont marquer à tout jamais l'inconscient du territoire de la Charente-Maritime, qui va être définitivement tourné vers l'ouest, le regard inquiet, en attendant un potentiel envahisseur venu de la mer. Alors, juste pour l'anecdote, c'est rigolo. Quand on a eu la chance de psychanalyser l'île de Ré, on est tombé sur ce bunker vertical, le Carola, voilà, que nous avions donc proposé à l'époque de repeindre pour qu'il soit dorénavant un petit peu plus bienveillant avec le potentiel envahisseur venu de l'ouest. On file à la période qui nous intéresse le plus, le 19e siècle, parce qu'en termes de logement, c'est riche. Alors peut-être que les plus anciens de la salle s'en souviennent, mais à cette époque, le logement, c'est clairement le système D et le bon sens paysan. Arrive là-dessus la révolution industrielle qui va inviter eh bien, les paysans à devenir des ouvriers et à s'installer en ville, où là, eh bien, des villes nouvelles vont apparaître sur tout le territoire à la charge du patron d'industrie, selon différents modèles bien connus, donc la cité ouvrière, la cité jardin, le familistère, le phalanstère, etc. Mais rapidement, on va se dire qu'on ne va pas pouvoir laisser eh bien, l'avenir du logement entre les mains d'entreprises privées
Et donc, le logement va devoir s'outiller, avec d'abord des outils économiques. On peut citer cette belle référence du Paris haussmannien, avec cette formule célèbre. On exproprie, on achète à bas coût, on construit du neuf et on revend avec une belle plus-value, ce qui va nous permettre au passage de financer les équipements et les espaces publics. On va aussi avoir l'apparition de premières lois sur le logement à la fin du 19e siècle, la loi Siegfried, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, 1894. C'est la première loi qui encourage la construction des HBM, habitat bon marché, pour offrir un logement décent au plus grand nombre, à cette période où l'on se rend compte que l'enjeu du foncier va devenir une problématique majeure pour le siècle à venir. Enjeu foncier que vous connaissez bien en Charente-Maritime avec cette zone très, très tendue. Voilà. Il ne reste qu'un seul outil pour le développement du logement, et là c'est l'outil technique qui va être apporté par les architectes avec le fameux béton qui va permettre d'ériger les premiers immeubles à grande hauteur, comme vous le voyez ici à Drancy, dans cette rase ville, où on a construit ces tours, les tours de la Muette en 1927. Voilà. Je vous laisse imaginer un petit peu l'ampleur à l'époque. Si bien que quand on les a construits, ça faisait tellement peur aux gens que les premiers habitants qu'on a envoyés au dernier étage, c'était des chiens, pour savoir si c'était possible de respirer à de telles altitudes. Je vous laisse imaginer l'ambiance des locataires suivants. Voilà. En plus, le béton, il n'avait pas fait ses preuves à l'époque. Dans la même foulée, on a les célèbres gratte-ciel de Villeurbanne, qui se sont achevés en 1932. Et je ne sais pas si vous voyez très clairement apparaître, mais morphocartographiquement parlant, vous avez ici une jambe droite, voilà. Là, une gauche, ici, un bras droit, là-haut, un gauche, là, une petite tête. Je vous laisse imaginer cette partie du corps. On a, de toute évidence, un Goldorak en train de se renarcissiser. Alors, cette révélation nous montre bien, ce qu'opère le modernisme sur la ville, qui considère désormais cette dernière comme une véritable machine à habiter, selon les termes de Le Corbusier. L'individu, l'être humain, quant à lui, est réduit à un homme théorique, avec des usages prédéfinis. Tout le monde doit désormais faire la même taille, du 42 en chaussures, voilà, et se comporter comme ça toute la journée. Mais bon, toutes ces réflexions permettent d'outiller le logement qui peut enfin se développer pour affronter le marché. Sauf que au début du XXe siècle, on va plus être dans une phase de destruction plutôt que de construction. Voilà. Avec les deux guerres qui sont mondiales, mais qui sont quand même bien géolocalisées sur les chantiers français à l'époque. Résultat, dans les années 50, on se retrouve avec un cruel manque de logements, accentué par des bébés qui explosent, le fameux baby boom, et des flux migratoires. Voilà. Il faut donc reconstruire la France au plus vite et nettoyer celle-ci des bidonvilles. Arrive alors par hélicoptère un modèle, De Gaulle, voilà, équipé de son ouvrier, Paul de l'ouvrier, à qui le général va ordonner dans cette phrase célèbre, ils sont en hélicoptère, ils volent au-dessus de Paris, Paul, rangez-moi tout ce bordel. C'était De Gaulle. En tout cas, le père État parle, l'administration se met en marche, et qui dit administration en marche dit naissance du génie bureaucratique, dit aussi naissance du millefeuille administratif. On construit vite, on construit beaucoup, on construit moderne, des tours, des bars, des pavillons. On va même construire des nouvelles villes, ce qui va faire naître dans la tête des gens le fantasme de la petite maison dans la prairie. Petite maison dans la prairie, à 2 pas de la plage, évidemment, en Charente-Maritime.
Hop. Sauf que, patatras, 1973, c'est la crise. Plus de pétrole, plus de boulot. Les cités ouvrières deviennent les cités chômeurs. Les grands ensembles, la banlieue, et les centres-villes se retrouvent déportés sur les parkings des supermarchés. Voilà. Du coup, après les 30 glorieuses, c'est un petit peu la gueule de bois. Et au réveil, on se demande tout simplement, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu fait n'importe quoi? Voilà. Mais bon, il va bien falloir assumer. Puis d'ailleurs, est-ce qu'on a tout simplement demandé au logement ce qu'il en pensait de tout ça? Oui, c'est vrai. Imaginez un petit peu ce que pourrait dire le logement sur le divan de son psychanalyste urbain. Oh ben moi, vous savez... Alors, là, si vous voulez, on va passer à un moment clé. On va écouter une interview d'un logement. Voilà. On va choisir un logement de Montauban. Ça nous fera voyager un petit peu. Puis je maîtrise un peu plus l'accent. Voilà. Alors, moi, vous savez, j'en ai vu passer avec mon parcours habitanciel. Voilà, je suis un logement assez agréable au 2e étage d'une petite résidence, Le Soleil. Voilà. Ma cuisine est une vraie pièce à vivre et surtout, j'ai un balcon à offrir ainsi qu'une place de parking au sous-sol. Étant une offre recherchée par les couples ayant eu leur premier enfant, mon parcours habitanciel était tout tracé. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai pu accueillir mes premiers locataires. Mais très vite, ils ont eu envie d'agrandir la famille. Les 2 enfants dans la même chambre n'a duré qu'un temps, jusqu'à ce que monsieur soit muté dans une autre région. J'ai donc dû les voir partir avec regret. J'attendais mon couple suivant. Et là, je suis tombé sur un duo. 2 étudiants qui m'ont pris en colocation. Oh, je vous parle pas des nuits. L'enfer. Les voisins qui n'arrêtaient pas de me taper sur les murs et le plafond, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. J'en ai encore mal à mon placo. Bon, par chance, le turnover des étudiants fait qu'ils sont partis assez vite une fois leur diplôme obtenu. Mais j'étais dans un sale état. Un peu moisi par manque d'aération et surtout maculé de taches sur les murs, sans parler des trous de cigarettes dans le lino. Mon propriétaire, n'ayant pas encore remboursé son premier emprunt, me faire rafraîchir lui était impossible. Il a donc décidé de baisser le loyer. Et c'est là que je me suis retrouvé à accueillir une famille de 7. Un couple avec 4 enfants et la grand-mère du côté de la mère. J'ai commencé à étouffer. Je me suis senti trop petit, comme prêt à exploser. Et en tout cas, pas digne de ma fonction, ou du moins pas équipé pour honorer ma mission. J'ai commencé à somatiser, crise d'angoisse, dégâts des eaux, tout le tralala. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé insalubre. Plus de locataires. Voilà. Bon, ça peut arriver à tout le monde, hein, vous savez. Mais bon, depuis, je ne sais plus vraiment où j'habite. Voilà. Et puis tout dernièrement, le diagnostic est tombé. Je suis classe G. Invendable, inhabitable. Bon, mon propriétaire est venu habiter en moi, il vient de divorcer. Bon, voilà, je l'accueille avec plaisir. Hein. Mais clairement, je m'inquiète pour sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Alors, aux dernières nouvelles, il aurait trouvé un repreneur, un investisseur, qui souhaite de me refaire de fond en comble. Tout ça pour m'inscrire sur un site de rencontre, Airbnb, voilà. Un site où il faut se faire prendre en photo pour créer une fiche profil afin d'accueillir des habitants pour un coup d'un soir. Je vous rassure, je suis quand même un petit peu inquiet. Hein. J'ai peur de me retrouver dans un réseau de prostitution locatif. Merci pour ce témoignage poignant. Alors, merci à lui. Oui. Alors, vous allez nous dire, comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour comprendre un petit peu la situation, je crois qu'il faut revenir un petit peu aux origines. Le logement apparaît dans le cadre de la survie de l'espèce humaine pour maintenir le corps aux alentours de 37 degrés Celsius
C'est donc tout naturellement que le logement apparaît autour d'un feu, dans une ambiance plutôt bon enfant du scoutisme, à une époque où les chasseurs-cueilleurs aimaient jouer de la guitare et faire griller des marshmallows. Voilà. C'est donc tout naturellement que le premier mot du logement est le foyer, et puis on va voir qu'au fur et à mesure des siècles qui passent, ce foyer accueille toujours plus de nouvelles fonctions. Au départ, on est d'accord, le logement c'est simple, 4 murs, un toit, le feu au milieu, puis très rapidement on se rend compte que ce feu est déporté sur le côté de la maison pour devenir un four, donc une cuisine, ce qui fait que l'on n'a plus besoin de se rendre au four banal du village pour faire cuire son pain. Puis l'eau se met à couler à l'intérieur et accueille les toilettes qui n'ont plus besoin de rester bloquées sur le palier de la maison. Ensuite, c'est l'électricité avec évidemment la machine à laver qui fait son apparition, ce qui fait que le lavoir communal devient obsolète. Elle squatte pour un temps cette machine à laver la cuisine avant de demander sa propre buanderie. Puis ensuite, le chauffage souffle son doux air au cœur de l'hiver et la climatisation, son vent de fraîcheur au pic de l'été, créant à l'intérieur même du logement l'illusion d'un printemps éternel. Puis la télévision débarque, ce qui fait que l'on n'a plus besoin de se rendre au bistrot du coin pour avoir l'info du jour. Léon Zitrone, Michel Drucker débarque même avec son canapé rouge et squatte durablement le logement, donc la famille. Dans les années 80, un logement signifie obligatoirement 2 places de parking et une niche pour les animaux de compagnie qui viennent remplacer la compagnie des anciens, pour qui on a créé des maisons spécialisées. Là-dessus, tout dernièrement, on pourrait ajouter la nature qui devient presque obligatoire avec ses balcons toujours plus grands depuis qu'on sait qu'on peut être confiné pendant des mois. Ce n'est plus le fantasme de la cabane au milieu de la nature, mais véritablement la nature au milieu de l'appartement. On pourrait rajouter en charge supplémentaire le travail avec le télétravail, ce qui fait que le logement accueille toujours plus de nouvelles fonctions. Et enfin, on pourrait terminer avec les réseaux sociaux qui, d'un seul cliquement de doigts, fait que le monde entier se déverse à l'intérieur de l'appartement. Le débat public ne se passe plus sur la place du village, mais à l'intérieur du logement. Au final, on se retrouve avec travail, famille, patrie, le tout dans un même foyer. Je vous laisse imaginer un petit peu la charge mentale qui pèse actuellement sur le logement, à qui on en demande toujours plus. Si on ne fait rien, c'est clairement le burn-out assuré. C'est ce que l'on appelle la crise du logement, qui est même plus la crise de nerfs du logement. Voilà, où nous en sommes. Alors, concernant la Charente-Maritime, c'est pire. Voilà. On a détecté une pathologie cyclique qui alterne comme une double peine pour le logement entre des phases de burn-out estival et des phases de bore-out hivernal. Voilà. Bore-out dans l'inverse du burn-out. Burning, ennui. Voilà. Phase alternative qui est due évidemment à la présence de résidences secondaires situées massivement sur le littoral et qui est une sorte d'incarcération forcée pour le logement qui est privé de sa liberté d'héberger des individus. C'est pourquoi nous proposons à la NPU de créer assez rapidement des centres universitaires sur l'île de Ré et d'Oléron. Comme ça, les étudiants pourront étudier dans un cadre plutôt agréable et occuper ces résidences secondaires au creux de l'hiver. Et une fois que les vacances seront venues, ils pourront visiter Paris, qui sera alors vidé de ses habitants, qui auront regagné leur résidence secondaire. Voilà. Ça, c'est pour le tourisme, mais à ce tourisme s'ajoute une autre forme d'envahisseur. L'envahisseur tant attendu venu de l'ouest et de la mer, mais en réalité, il vient plutôt de l'est et de la route. Il s'agit tout simplement du retraité. Le retraité qui n'aspire à une chose sur le littoral,
vivre dans une maison de retraite de vacances pour l'éternité. Comme le montre ce document, Pyramide des âges, best-seller du programme de CM2, avec, vous le voyez ici, une base de renouvellement de la population extrêmement solide, permettant de créer une belle pyramide, d'où son nom, Pyramide des âges. Eh bien, si on ne fait rien, en Charente-Maritime, d'après nos calculs, en 2050, eh bien, ça pourrait ressembler à ça. Une pyramide qui nous fait tout simplement penser à un pain parasol qui pourrait très rapidement craquer à la prochaine tempête. Et donc, après le baby-boom, on pourrait se retrouver avec un papy-crack, ce qui réglerait peut-être le problème de logement, mais heureusement, on n'en est pas là. Cependant, les conséquences de ce flux de retraités, c'est que les hôpitaux peuvent être rapidement saturés, les écoles peuvent fermer et les actifs ont du mal à trouver des logements pour occuper le territoire dans cette zone de plus en plus, vous le voyez, tendue. On a donc essayé de mettre des nouveaux dispositifs sur le territoire, comme j'ai entendu que vous en avez parlé tout à l'heure, le fameux BRS, qui n'est pas du tout un acronyme de gendarmerie locale, comme on l'a cru au départ, mais bien un bail réel solidaire. Alors le BRS, comment ça se passe? C'est simple, hein. On achète un logement, mais sans acheter le terrain. On loue simplement le terrain. Et quand il s'agit de partir, de revendre son bien immobilier, on le revend avec un moindre plus-value, de manière à ce qu'un acheteur du même pouvoir d'achat que nous puisse s'en emparer. On ne peut donc pas faire de réels bénéfices. Donc si on calcule, c'est un petit peu comme une logique de propriété, mais sans les intérêts. Voilà. Donc du coup, c'est à se demander si dans ce cas-là, il ne vaudrait mieux pas rester locataire. Alors, sans doute que le BRS, quand même, c'est une belle proposition pour quand même désintoxifier tous les Français à ce besoin obsessionnel qui dure depuis beaucoup trop longtemps de devenir propriétaire terrien pour l'éternité, alors que l'on sait tous que l'on est sur cette terre pour durée à contrat déterminé. Voilà. En gros, le BRS est donc une tentative d'habiter la terre sans la posséder. Alors, en lisant la phrase, je me rends compte que c'est peut-être la phrase la plus importante de notre conférence. Si vous voulez, je peux vous la redire, comme ça vous prenez note. Ça vous va? Je vous laisse prendre vos portables et vos stylos. Alors, bref, virgule, le BRS est une tentative d'habiter la Terre, sans la posséder. Point. C'est bon pour vous? Oui. Alors, maintenant que vous avez tous écrit cette phrase, je vous le demande, qui est là pour nous rappeler que nous habitons la Terre sans la posséder? Eh bien, l'envahisseur tant attendu depuis le début de cette conférence, arrive enfin. Il s'agit de l'océan. Et quand l'océan envahit, eh bien, je peux vous dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. On se souvient tous de la tempête Xynthia qui a complètement traumatisé tout le territoire en 2010, nous rappelant brutalement que la mer monte. Et là, lacaniquement parlant, dans mer, il y a mer. Notre mer à tous. Et il n'est pas facile de constater que nous avons affaire là à une mer plutôt envahissante. Normal qu'au début on soit... Voilà. Et en plus, comme un comble du sort, c'est la faute sur mer qui est touchée. Voilà. Comme si la mer cherchait un fautif. La faute sur mer, mais bon, la faute à qui? Surtout ça. Conséquence de ce phénomène, le syndrome maniaco-défensif vu précédemment reprend de plus belle dans une sorte d'endiguement général, forme de bunkérisation
du désespoir. Cynthia est tellement traumatisante qu'elle va devenir un indice des mesures de catastrophe à venir. Cynthia 1, Cynthia 2, Cynthia 3, le retour, mais aussi Cynthia plus 10, Cynthia 20, 40. Là, vous avez ici Cynthia plus 60, ça ne s'arrête plus. Au niveau des logements, c'est cette mesure qui va déterminer comment on va construire l'avenir. Alors, c'est quand même un comble parce que pendant des décennies, on a cherché à passer des vacances les pieds dans l'eau. Voilà. Et enfin, ça arrive. Et maintenant, on veut tous passer les pieds au sec. Voilà. Alors ça va être ambitieux de construire tous les logements en surélévation qui sont touchés par les zones submersibles. De notre côté, nous, on a imaginé qu'on pourrait s'inspirer du fameux passage du Gois qui permet d'accéder à l'île de Noirmoutier. Que vous connaissez ici. Voilà. Célèbre passage équipé de petites tourelles qui permet aux automobilistes de se réfugier sur les hauteurs s'ils sont pris par une marée montante. Partant de ce principe, nous pourrions construire des refuges du même type sur les maisons à risque, comme ici à Saint-Clément-des-Baleines, où on pourrait imaginer la création d'un nouveau paysage avec, vous le voyez ici, des sortes de pigeonniers, nouvelle génération, pour essayer d'aider des pigeons nouvelle génération que sont tous ces Parisiens qui ont tenté d'habiter les lieux dans des endroits submersibles. C'est une inspiration. Oui, c'est ça. Merci d'avoir reconnu. On voit que vous connaissez bien le territoire. Jamais vu. Mais on peut en discuter après. Alors, pour combler à ce phénomène, ça va être d'autant plus difficile de le renforcer puisque l'étalement urbain n'est plus du tout à la mode. Et puis, construire dans ces zones si tendues, avec le prix du foncier qu'on voit, ça va être compliqué. Donc, pour pallier à la solution, plutôt que de faire de l'étalement urbain, nous proposons de faire ici de l'étalement marin. Parce qu'au final, l'étalement marin, il y a de la place. On vous propose donc de créer des logements collectifs dans les marais, avec, vous remarquez ici quand même, une belle intégration paysagère du bâti, ou encore à l'estuaire, juste à côté de la Corderie Royale, où nous pourrions installer des anciens porte-conteneurs, des porte-conteneurs réhabilités en logement. Alors là, au choix, vue sur mer, vue sur terre, même des petits restaurants à l'étage. Bon, c'est pas moi l'architecte, c'est vous qui voyez. Qui serait d'ailleurs peut-être plus durable que le proto-logement flottant qu'est l'Herminion, parce qu'on nous a dit que la pauvre, elle était dans un état pleine de champignons et tout. Force à elle. Mais aussi dans ce bon vieux port de La Rochelle, où on pourrait installer des super tankers en forme d'habitation pour loger les actifs de l'hypercentre de La Rochelle, avec, vous voyez, des logements en forme de bulles de savon. Clin d'œil à tout ce savon qu'il va falloir pour nettoyer tous ces gros porte-conteneurs. Voilà. Cette solution, évidemment, de l'étalement marin fonctionne, mais uniquement sur la fameuse bande des vins. Alors, la bande des vins, c'est pas du tout un gang, c'est juste la bande des 20 km située sur le littoral et qui coupe véritablement le département en deux parties, avec, on vient de le voir évidemment, une zone tendue, voire même très tendue, et de l'autre côté, une zone détendue, voire même peut-être un petit peu trop détendue, en flirtant avec la dépression économique. C'est pourquoi il va falloir rebooster tout ça, puisque nous avons remarqué que dans cette zone détendue, le logement apparaît véritablement sous son véritable jour en forme de fonctionnement cyclotimique. Alors, je sais, vous avez déjà vu ce schéma ? Oui ? Alors, je vous le représente si vous voulez. Au départ, le logement monte en flèche, il est à la pointe de la modernité, il est fier, il est à la mode, puis hop, rapidement,
il va entamer une lente descente vers une dégradation, vers un vieillissement qui n'est pas assumé, toucher le fond avant de rebondir à nouveau à grands coups de rénovation pour être à la mode du moment, ainsi de suite. Et dans cette partie du territoire, dans les terres, il semblerait que nous soyons plutôt davantage au creux de la vague. Il va donc falloir redoubler d'efforts pour redynamiser cette partie du territoire. Sauf que ça se complique, puisque désormais, il faut rester ZAN face à la situation. ZAN, zéro artificialisation nette. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans ce cas de figure ? Eh bien, nous pourrions déjà imaginer la réhabilitation des anciens commerces, comme l'habitat boulangerie, dans l'ancienne boulangerie, l'habitat bar tabac, dans l'ancien bar tabac, mais aussi l'habitat Dieu, dans la maison de Dieu, avec là, vous le voyez, la transformation de la flèche en habitat collectif en forme de bouteille de cognac, clin d'œil assumé à la fierté d'une partie du territoire. Et la dernière option pour redynamiser cette partie du territoire, évidemment, c'est la densification des zones pavillonnaires. En ne construisant non pas une maison pour un terrain, mais peut-être 2, 3, 4 maisons sur un seul terrain, en pensant quand même à préserver le fond de la surface pour imaginer la construction de micro-crèches, d'un Fab Lab ou d'une Biocop pour pouvoir attirer les néo-ruraux sur ce territoire. Néo-ruraux qui, quand même, une fois arrivés là-bas, seraient encore, on ne résoudrait pas tous les problèmes, encore dépendants de la voiture parce qu'ils seraient encore poursuivis par l'attractivité des zones urbaines. Donc, la voiture, bon, bref, c'est une autre, on fera ça la semaine prochaine si vous voulez. En tout cas, avec ces zones urbaines attractives que sont évidemment La Rochelle, Angoulême et Bordeaux. Alors, durant l'enquête, on a donc interrogé plusieurs experts et expertes. Et l'un d'eux, qui a tenu à garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, nous a expliqué qu'il était plus facile depuis Rochefort de rejoindre Bordeaux en voiture que La Rochelle. On n'a pas vérifié. Mais ce même individu nous a aussi dit qu'au sud de Saintes, il n'y a plus rien. C'est la forêt et le sud-ouest. Voilà. Du coup, nous, on s'est dit, dis donc, pour les gens de La Rochelle, à Montguyon, ils doivent sans doute penser que ça parle déjà un petit peu basque. En fait, le département est à nouveau recoupé en deux, avec évidemment le fleuve de la Charente. Résultat, nous avons un département qui finit en 4 quarts-mondes, avec un premier quart-monde situé dans le nord-est, territoire célèbre à l'époque pour la viticulture, puis avec le phylloxéra, ça a dû s'arrêter. À l'époque, le bon sens paysan les a fait rebondir. Ils se sont tournés vers l'élevage laitier, sauf que, PAC la PAC leur a demandé à faire une reconversion de l'activité, transformant les éleveurs bovins en éleveurs de maïs. Mais avec les sous de la reconversion, une partie a pu acheter des résidences secondaires sur le littoral, ce qui n'a fait que renforcer la dichotomie entre zone tendue et zone détendue. Alors que dans cette partie du quart-monde sud-est, là, ce n'est pas l'eau qui peut faire peur, bien au contraire, c'est plutôt la forêt, avec évidemment la tempête de 1999, mais surtout le risque de flammes qui remonte avec évidemment le traumatisme du feu des Landes de 2022. Résultat, là, on a une forme du syndrome maniaco-défensif pour le logement qui prend une autre forme, avec des sortes de bombes à eau, où l'on vient stocker de l'eau à moins de 400 mètres de toute habitation. Ici, on protège les maisons avec de l'eau, mais en face, on protège les maisons de l'eau avec des digues qui sont elles-mêmes remplies d'eau. Voilà. Et ici, on fait tout simplement des piscines géantes pour hydrater le maïs, alors qu'ici, on n'a plus du tout d'eau, ce qui fait que les argiles se rétractent et les maisons craquellent. Tandis que sur le littoral, les logements n'arrivent plus à alimenter en eau potable tous leurs habitants, ce qui fait qu'on est obligé de créer des pipelines sur des dizaines de kilomètres pour acheminer de l'eau potable, alors qu'ici, on stocke
de l'eau dans l'espoir de la garder pour se protéger de la nature. Et de l'autre côté, on a peur que la nature nous envahisse avec l'eau. Résultat, on se retrouve du point de vue du logement avec un département qui est presque schizophrène, je dirais même bipolaire, voire quadripolaire. Voilà. Il y a du danger partout. Alors, du point de vue du traitement thérapeutique, je vous assure qu'il va falloir s'y mettre. Alors nous, on a tenté de trouver une solution pour créer ce nouvel équilibre entre terre, mer, eau salée, eau douce, jeunes actifs, retraités, etc. Il va donc tout simplement falloir déménager La Rochelle. Ça va alors, au centre du département, comme d'ailleurs le veut la coutume à la création de tout département français, à savoir une ville de préfecture au centre de ce dernier, de manière à ce que chacun puisse rejoindre la préfecture à une journée de cheval de cette dernière ville. On a donc trouvé ce lieu parce qu'on a remarqué que dans le méandre de la Charente, eh bien, la ville de La Rochelle était morphocompatible avec, vous voyez, la ville de La Rochelle qui semble clairement bien, clac, s'encastrer dans cette boucle. Ça, il n'y a pas trop de perturbations. Ainsi, La Rochelle pourrait être donc rebaptisée La Rochelle sur Charente, voire même carrément la Charentaise, pour montrer à tous les retraités qu'ils sont désormais les bienvenus et qu'ils entrent dans une zone détendue, cool. Voilà. Pour bien rester détendu, évidemment, après ce déménagement, on propose aussi d'arrêter de regarder avec angoisse la montée des eaux, centimètre par centimètre, jour après jour. Cynthia 1, Cynthia 2, Cynthia 3, en proposant un désendiguement plutôt rapide du littoral, permettant ainsi eh bien, à la Charentaise de retrouver très rapidement sa dimension portuaire, avec évidemment eh bien, la possibilité de rejoindre la préfecture de n'importe quel endroit du département à une journée d'aéroglisseur, de voilier ou de barque, selon les budgets. Alors, pour que ce nouvel équilibre démographique fonctionne correctement, eh bien, il va falloir coupler le recul stratégique du trait de côte avec le recul stratégique du trait de côte immobilière. Pour ce faire, on a donc pensé que l'on pourrait créer et imaginer des logements qui reçoivent moins de charges mentales, plus modestes, à l'exemple des tiny house qui concentrent le minimum, sorte de tiny house flottante pour accueillir eh bien, ces nouveaux habitants, ces touristes ou ces locaux, que pourraient être en réalité des voiliers. Et pour que cela fonctionne bien, eh bien, il faut que les territoires redonnent de la fonction à l'espace public. C'est pourquoi nous proposons eh bien, de transformer l'aquarium de La Rochelle en bains municipaux de manière à venir être bien accueillant. Voilà. La bande des vins est donc enfin étendue et donc eh bien, les bords de rivière répartiraient mieux cette tension du corps territorial et créeraient un nouveau équilibre. Nous rappelons évidemment que dans Charente-Maritime, eh bien, il y a Charente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?